Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle table ronde. Aujourd'hui, on va s'attaquer au sport de raquette puisque c'est un secteur qui est en pleine mutation. Si leur ancêtre commun reste le jeu de paume, qui est né en France au XIIIe siècle, ces sports ont évolué au fil des années. Il y a eu des nouvelles évolutions technologiques, des révolutions aussi au sein de ces sports et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. D'un côté, nous avons le badminton qui est apparu sous sa forme moderne en 1873 et c'est l'une des disciplines les plus exigeantes physiquement puisque c'est un sport de sprint permanent, de saut et d'explosivité pure. Et en France, le bad vit actuellement une période historique puisqu'elle bat des records avec plus de 240 000 licenciés et l'émergence d'une nouvelle génération dorée. Vous allez le voir, on va en parler aujourd'hui. De l'autre côté, nous avons le tennis de table, ou plus particulièrement appelé le ping-pong, qui lui est né dans les salons de la bourgeoisie anglaise à la fin du 19e siècle, comme un simple divertissement de salon à la base, et aujourd'hui il est devenu une discipline olympique de haute technologie. En France, on vit actuellement un véritable effet Lebrun, puisque le tennis de table sort de l'ombre médiatique pour remplir des arènes de plus de 10 000 personnes et captiver des millions de téléspectateurs à travers le circuit WTT. On a également pas mal de contenu côté cinéma, avec la sortie du film Marty Suprême, qui parle du ping-pong, ou encore des films sur le tennis avec la méthode Williams, ou encore des films sur le badminton avec Rocket Boys. Pour débattre de ces évolutions et des révolutions technologiques ainsi que de l'avenir de ces disciplines, j'ai le plaisir d'accueillir deux intervenants d'exception. Nous avons en premier Quentin. Bonjour Quentin. Enchanté, bonjour. Et nous avons également Léo. Bonjour Léo. Salut, enchanté. Alors Quentin, il est ingénieur et ancien pongiste de haut niveau. Il est également cofondateur du Ping Pong Paris. Vous allez voir, on va en parler parce que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Et aujourd'hui, vous n'allez pas repartir sans savoir ce que c'est. On a également Léo qui est devenu vice-champion du monde à la Thomas Cup 2026. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme la Coupe Davis au tennis. Championnat du monde, ouais. Voilà, donc c'est une très grosse performance. Bravo à toi Léo, premièrement. Et c'est aussi un pilier du BC Chambly. Tu incarnes l'excellence du badminton français sur la scène internationale. Et avant ça, tu as été également champion d'Europe par équipe, donc avant cette Thomas Cup. Et tu as fait une transition du coup spectaculaire du simple vers le double. Donc on en parlera également lors de cette table ronde. Ça fait du beau monde déjà. Merci d'être parmi nous. Merci de m'être là. Est-ce que peut-être dans cette introduction, vous voulez rajouter quelque chose sur vous dont j'ai pas parlé et dont j'ai pas la connaissance? Vas-y, vas-y. Non, mais merci, c'était une très belle introduction. Il n'y a rien à rajouter. Je pense que la différence entre Léo et moi, c'est que je suis un peu la génération d'avant et que j'ai arrêté ma carrière sportive un peu plus tôt. Donc voilà, mais donc ça va être intéressant. Carrément. Et toi, Léo, est-ce Ouais, mais moi, je Ouais. suis en plein dans ma carrière. J'ai 26 ans. Ça fait 8 ans que je suis à l'INSEP, que je m'entraîne à l'INSEP. Donc c'est vrai que ma vie, elle est centrée autour du sport de haut niveau et du badminton. Ouais, du coup, tu as grandi, tu as fait tes études en parallèle en section badminton ou pas du tout? Alors, je suis rentré en structure à 15 ans à Strasbourg, au Pôle France Jeune. Et là, ça a été adapté, enfin, ma scolarité a été adaptée pour que je puisse passer mon bac et m'entraîner 2 fois par jour. Et à l'INSEP, j'ai passé mon bac et puis je continue des études sup. Donc, mais bon, ça me prend moins de temps que mon sport quand même, parce que c'est l'objectif numéro 1 de ma carrière. Trop bien. Et justement, si on parle un petit peu de votre parcours à tous les deux, comment vous avez connu ce sport et pourquoi vous avez choisi ce sport, donc ping-pong, tennis de table justement, et badminton? Pourquoi vous avez choisi de rentrer dans cette discipline et d'aller au haut niveau également? Parce que ça, comme tu disais, ça engendre des difficultés dans les plannings, ça a des conséquences. Donc pourquoi vous avez choisi de faire ça? Alors moi, mes parents sont tous les 2 profs de PS, donc ils sont quand même bien dans le sport et ils m'ont transmis les valeurs de sport et j'ai essayé plein de sports. Et j'ai découvert le badminton, j'avais 5 ans. En fait, mes parents, ils ont monté la fédération tahitienne de badminton, donc j'ai vécu à Tahiti, ils sont allés pour le travail. Et j'ai fait d'autres sports aussi, du judo, du tennis, du foot, de la natation, de l'athlétisme et tout ça. Et non, c'est le badminton qui m'a plu depuis le début et j'ai continué. Donc ça fait maintenant 22 ans que je fais du bad.
Et voilà, ça a commencé dans un petit gymnase à Tahiti avec mes parents, mes 2 frères aussi, on jouait tous ensemble, c'est en famille, et puis voilà, c'est la passion qui a continué. Et est-ce qu'à ce moment-là, que tu disais déjà que tu voulais être athlète de haut niveau? Pas du tout, non. Non, non, c'était plus, me dépenser physiquement, me prendre du plaisir à jouer à un sport, ludique. J'aime beaucoup les sports ludiques, tous les sports de raquettes, j'adore. Et ouais, ça s'est fait naturellement quand je suis rentré en France, des entraîneurs m'ont repéré et là, je me suis dit: «Allez, on va se lancer dans le sport de haut niveau». Ça m'intéressait vraiment beaucoup. C'était les valeurs du sport, le dépassement de soi, vraiment, c'est ça qui m'anime au quotidien. Et dans le badminton, je m'y retrouvais vraiment bien. Donc j'ai continué là-dedans et à partir de mes 13 ans, je me suis concentré que dans le badminton. Trop bien. Et toi, Quentin, c'est quoi un petit peu ton parcours dans le tennis de table? Bah, c'est intéressant parce que moi, j'ai pas eu un parcours aussi jeune, j'allais de tomber dedans, via mes parents. Mes parents sont pas vraiment dans le sport, sont pas autant mon père fait beaucoup de sport, mais c'est pas c'est pas leur métier. Et du coup, j'ai commencé pareil par explorer pas mal de sports, mais un peu plus tard. Et c'est vrai que des sports de raquettes, en vrai, si tu commences un peu plus tard, c'est dur d'être au top niveau. C'est pas que c'est tiré par des pays en Asie qui ont un système de formation très tôt. Donc j'ai joué pas mal au tennis, plus jeune. Et puis j'ai découvert le ping-pong sur le côté d'un court de tennis, en fait, où on jouait après les entraînements et tout. Au tennis, je gagnais pas forcément contre tout le monde, mais au ping-pong, je gagnais contre tout le monde. Donc en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on continue un sport, c'est parce qu'on gagne, en fait, Ouais. quand on est petit. Il y a un Ça te donne envie de poursuivre. Ouais, tu te dis: «Tiens, j'arrive à battre les mecs, assez spontanément, jusqu'où je peux aller». Et après, c'est un engouement comme ça, dont j'ai trouvé un petit club à côté de chez moi. J'ai commencé à jouer, puis très vite, je suis venu dans les meilleurs de mon âge, puis les meilleurs de mon club, puis les meilleurs de mon département. Et en fait, c'est ça, du coup, j'arrive, enfin, tous les soirs, j'allais de 18h à minuit s'entraîner. Voilà, j'arrivais plus à m'arrêter, quoi, tout simplement. Tu étais Et, passionné. ouais, ouais. Et après, je pense qu'il y a aussi un côté en France où, à l'école, moi, j'étais pas dans un j'étais jusqu'à 11 12 ans. Quand tu es à fond dans le sport, j'avais du mal à trouver ma place parce que, bah, tu fais du ping-pong, les gens, ils comprennent pas trop pourquoi tu es aussi à fond dans autre chose. Donc pareil, je suis rentré en pôle espoir et là, j'ai trouvé un peu une communauté de gens qui me ressemblaient plus et donc du coup, hop, ça continue, ça continue. Et pareil, est-ce que comme, dans le badminton, est-ce qu'il y a des pôles un peu comme l'INSEP pour, progresser? Parce que là, tu parles de pôle espoir. Comment ça s'organise? Bah, c'est un peu comme au badminton, il y a pôle espoir dans différentes régions de France. Nous, il y en a 3 ou 4. Oui, il y en a une dizaine, de pôles sport. Ouais, ouais, bah, et donc du coup, quand tu es dans les meilleurs d'une région, tu te retrouves dans le pôle espoir de cette zone-là. Et quand tu es dans les meilleurs de ce pôle espoir, tu te retrouves dans le pôle France. Et quand tu es dans le meilleur de pôle France, tu te retrouves à l'INSEP. Et l'INSEP, c'est vraiment toi, tous les sports olympiques, quasiment. OK. Mmh. Trop bien, trop cool. Et ben, je vous propose, d'aborder différents sujets aujourd'hui. On va parler de la préparation physique, mentale, comment vous faites, des révolutions aussi technologiques qui ont eu lieu, notamment, avec les raquettes qui n'ont plus du tout, les mêmes aspects, depuis, différentes années. Donc ça a forcément impacté, les performances. On va parler de l'IA, qui est un sujet, dont on parle énormément partout, où que l'on soit, il y a de l'IA partout. Donc on va voir un petit peu aussi, quels impacts ça peut avoir. Et pour commencer, j'ai envie de parler de la préparation physique et mentale, puisque c'est aussi en lien avec toi, Léo, puisque on parlait tout à l'heure, tu as fait la Thomas Cup. Comment on prépare de tels événements sportifs? Est-ce qu'il y a une préparation physique adaptée? Est-ce qu'il y a une grosse préparation mentale derrière? Comment ça s'organise tout ça? Alors, on a beaucoup de compètes toute l'année. On n'a pas qu'un seul objectif de championnat. On fait une vingtaine de tournois internationaux dans l'année. Il y a des matchs de championnat aussi, une dizaine. Donc, je dirais, il y a 30 semaines où on est en compétition dans l'année. Donc, c'est difficile de se préparer pour une compète spécifique, même si les compètes de référence, pour l'équipe de France, on fait oui, c'est un peu adapté sur les 2 3 semaines avant, pour monter en puissance sur l'événement. Alors là, pour une Thomas Cup, donc un championnat du monde par équipe, on a fait un stage à l'INSEP, un peu de cohésion de 2 jours avant de partir, donc c'est pas si grand, si gros, mais ça permet de passer du temps avec tous les joueurs de l'équipe et de s'entraîner, de se retrouver avant de partir en compétition.
Après, ce qui est le plus important, c'est lors de la compétition d'être vraiment soudés, de sentir qu'on est une seule équipe, même si on a tous des parcours différents et tous des individualités différentes. Le fait de se regrouper ensemble et de partager les mêmes valeurs de soutien et d'aller ensemble vers la victoire, c'est ça le plus important. On a vraiment senti pendant cette compétition, on était soudés, même les joueurs qui jouaient pas, ils poussaient tout le temps dans le public. Ça, je trouve que c'est la plus grande des forces, c'est d'être ensemble. Trop bien. Et ça, peu importe si c'est du simple ou du double, vous partez en équipe et du coup, ça Oui. vous... Ok, ça vous joue. Oui, oui, c'est ça. En fait, sur le championnat, il y a 3 simples hommes et 2 doubles hommes. Ok. Donc, les matchs sont voilà, entre simple et double. Et c'est le premier qui arrive à 3 points qui remporte la rencontre. Donc, tous les matchs sont très importants parce que on remporte à chaque fois un point. Ok. Pour s'en payer. Ouais, donc il faut vraiment être soudé pour, bah, justement, s'il y en a un qui échoue, bah, ça fait échouer Ouais. le... Et Ok. puis, par exemple, les joueurs qui ne jouent pas, ils vont échauffer les autres joueurs qui jouent. Donc, ils vont participer à leur performance, à leur préparation. Et ils vont être là si jamais il y a un pépin, si jamais il y a un pépin physique, quelqu'un est malade ou quelqu'un a un bobo quelque part, il va être remplacé. Donc, les joueurs, ils sont vraiment sur le qui-vive pour pouvoir aller sur le terrain s'il faut. Ouais. Ça a un vrai impact sur le mental derrière, de se sentir soutenu. Oui, oui, Su- oui, oui, carrément. Après, nous, on est suivis mentalement, mais individuellement à l'INSEP. Donc, pas sur cette Coupe du Monde, par exemple, on n'avait pas de préparateur mental avec nous. Mais toute l'année, alors moi, je joue en double toute l'année avec Eloi, mon partenaire. Ça fait 3 ans qu'on joue ensemble. C'est toujours le même achat. Toujours le même partenaire. Ok. Et on a un préparateur mental, un coach Laurent Chambertin qui était en équipe de France de volleyball. Et ouais, on le voit une fois toutes les 2 semaines. Des fois une fois par semaine quand il y a des grosses compétitions qui arrivent. Et on parle des différents problèmes qu'on peut retrouver à l'entraînement, en compétition, les attentes qu'on a envers notre partenaire et inversement. Quand on ressent quand on pense à des choses qui nous mettent dans des situations stressantes, ce qu'on aimerait que l'autre fasse à tel ou tel moment. Et ça permet de mieux se connaître et de mieux traverser les différentes problématiques que les adversaires vont nous poser pendant un match. Ouais. Bah, c'est sympa de vivre ça à deux aussi, avec Eloi, mon partenaire. Et toi, Quentin, est-ce que tu jouais également en double ou t'étais plus ensemble de ton côté? Bah, c'est un peu des deux. Nous, on parle des doubles sur les championnats de France, compétitions internationales, il y en a. Je jouais souvent avec mon pote Naloren aussi déjà. Mais pour revenir sur les championnats du monde de Déo, là, en regardant les vidéos, on ressent vraiment ce qu'il dit. C'est rare, je trouve, dans les sports individuels qui se jouent en par équipe, qu'il y ait une telle cohésion entre les équipes. Là, quand vous gagnez le double en quart de finale, franchement, l'ambiance dans la salle, tu sens que t'as le feu autour de l'équipe de France et les autres, ils ont éteint presque. Ouais. Quand tu regardes la compétition. T'as un peu ce sentiment quand il y a l'équipe de Chine qui joue, mais c'est un peu moins, je dirais, naturel, spontané, même tellement de pression que eux, c'est plus un soulagement presque quand ils gagnent. Ouais, c'est ça. Et là, la France, c'était genre vraiment, ouais, c'était vraiment magnifique à voir. Et je trouve que en ce moment, l'équipe de France de balle et l'équipe de France de ping, il y a un peu une dynamique qui se ressemble parce que c'est une génération vraiment en or. C'est les premières fois que vous faites une médaille au monde par équipe de l'histoire. Donc c'est beau à voir et c'est rare. Et ça a pris du temps, je trouve, à venir parce qu'à l'INSEP, il y a plein de c'est pas toujours parfait, etc. Mais je trouve que les valeurs, etc., s'alignent. Et même de voir les autres sports gagner ou faire des médailles, ça donne confiance qu'on est capable de le faire. Ouais, c'est sûr. C'est d'accord? Surtout que de base, c'est pas des sports qui sont français, enfin c'est qu'européens. Je parle le ping et le bad, ça se ressemble pas mal par rapport à ça. Nous, c'est très asiatique. Ou encore plus la Chine, mais nous, il y a aussi l'Indonésie, Malaisie, le Japon aussi, Thaïlande, tout ça. Référence là. Et là-bas, c'est les sports nationaux comme le foot ici. Les plus grands athlètes au badminton, ils vont faire des pubs pour du dentifrice. Ou ici, t'es dans le top 10 mondial en badminton, personne te connaît dans la rue, tu vois. Bah, justement, ça, on va en parler après, de l'impact un peu médiatique. Pourquoi aussi, bah, nous, en France, on met moins en avant ce type de sport. On met plus en avant bah, le football ou le tennis, encore une fois, avec tous les tournois. C'est ça, je pense qu'il y a un grand impact et ça va être un sujet qui va être intéressant parce qu'il y a différents aspects qu'on peut aborder à travers aussi différents pays qui, eux, comme tu dis, mettent en avant de fou les athlètes qui font ces sports, alors que nous, pas du tout. Donc, on va en parler juste après. Mais peut-être pour rester sur la prépa physique et mentale, toi, Quentin, est-ce que tu as pu faire différents événements sportifs où pareil, tu as pris du temps pour te préparer mentalement et physiquement? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est organisé? Ouais, bah nous, pareil, je pense que les sports de raquettes, c'est assez, malgré tout, assez récent.
qu'il y ait un vrai accompagnement prépa mental, prépa physique autant, parce que ça a été peut-être considéré comme des sports peut-être un peu moins physiques ou un peu moins mentaux à l'époque. En tout cas, il y avait moins cet accompagnement. Du coup, soit en Pôle France, à l'INSEP ou après, ouais, on a toujours fait l'effort, enfin, personnellement, j'ai toujours fait l'effort d'essayer en tout cas d'aborder ce sujet-là, euh, de voir une prépa mentale qui nous accompagnait, un peu dans ce même style, quoi. C'est surtout comment affronter les moments difficiles. Parce que dans les moments qui sont passés, tout le monde est génial. C'est un peu comme dans une équipe maintenant quand on entreprend. Quand tout va bien, tout le monde est génial. Et dès qu'il y a des moments de crise, c'est là que finalement les personnalités se révèlent beaucoup plus. Donc préparer ça. Et je pense que moi, du coup, dans ma carrière sportive, j'ai pu l'appliquer un temps, mais j'ai assez vite arrêté, gérer le haut niveau. Mais par contre, dans la suite de ma vie, notamment dans l'entrepreneuriat, etc., ça m'a beaucoup, beaucoup servi. Donc, ouais, je continue vraiment de réfléchir à ce sujet-là. Comment gérer une crise tout seul, comment gérer une crise en équipe, comment aborder les stress, l'anxiété, et quand il y a des gros enjeux, etc. Je pense qu'il y a des parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat qui sont assez forts. Ouais. Non, et justement, est-ce que le fait d'avoir développé des compétences, parce qu'on peut vraiment dire que vous avez développé des compétences, est-ce que justement ça t'a aidé toi à entreprendre derrière? Est-ce que tu parlais un petit peu, quand ça va bien, bah, tout le monde est géniaux et quand ça va pas, bah, c'est l'inverse. Justement, est-ce que ça t'a permis de développer une certaine lucidité quand tu étais potentiellement en échec lors d'un match ou lors d'un set? Est-ce que, enfin, voilà, est-ce que tu te sers aujourd'hui de ce que tu as appris dans le milieu du sport dans ta vie de tous les jours, perso ou pro, dans l'entrepreneuriat? Bien sûr, bien sûr. Et en fait, je pense que dans le sport, j'ai arrêté le sport de niveau, il y avait un côté, j'ai ressenti comme un gros échec, parce que c'est un rêve que tu as depuis tout petit. Et en fait, tu as peu de gens qui arrivent à avoir des résultats comme Léo a eu cette semaine, qui va finalement rester tout le long de sa vie. Ça reste un highlight de ta vie, tu vois, qui personne ne pourra t'enlever. Mais quand tu as poursuivi ça presque toute ta jeunesse et que tu te rends compte que tu vas pas pouvoir le toucher du doigt, il y a une forme de vraiment de dépression. Et je pense que beaucoup de sportifs le ressentent. C'est 1% des sportifs qui vivent des moments comme des finales de championnat du monde, etc., même des sportifs professionnels. Donc moi, j'ai vécu un peu comme une sorte de dépression post- OK. abandonner le rêve du haut niveau, en fait. Et aussi, pas beaucoup d'exemples de sportifs de haut niveau qui s'étaient reconvertis dans des carrières qui me paraissaient intéressantes ou qui me donnaient envie. Tu vois, c'était ça aussi. Je me suis dit, j'ai 22 ans, 21, 22 ans, et je vois tous les sportifs qui sont un peu dans mon cas, qui font des trucs qui ne m'intéressent pas plus que ça. Donc ça a été un peu un moment difficile, et de trouver le chemin de l'entrepreneuriat et de me dire, OK, on est capable. Ce que j'ai appris dans le sport, je suis capable de l'appliquer dans d'autres domaines et de le faire très bien. Et c'est une recherche de l'excellence dont tu parlais, le dépassement de soi, le travail en équipe, parce que malgré tout, c'est un sport où tu joues beaucoup en équipe. Et tout ça, c'est des choses j'ai réussi avec le temps à transférer vers l'entrepreneuriat. Et c'est aussi quelque chose que j'essaie justement d'emmener d'autres sportifs qui sont en carrière à, à se préparer un peu à ça, parce que ça a été assez dur je pense, pour moi et pour d'autres. Donc, ouais. Mais il y a énormément de parallèles. Je pense que des bons sportifs préparés peuvent être des excellents entrepreneurs. Et justement, bah, c'est intéressant parce que vous avez fait du simple et du double tous les 2. Et justement dans les moments où vous avez pas de coéquipier, personne pour vous soutenir ou très peu quand vous êtes à l'étranger, où il y a très peu de Français qui, sont là pour, crier et vous encourager. Comment vous gérez, cette petite voix intérieure qui commence à vous dire que vous allez perdre, que, bah, là, ça va pas du tout? Est-ce que vous avez des ancrages physiques? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aide à rester dans le match? Par exemple, toi, Léo, est-ce que ça t'est arrivé récemment? Euh, Forcément, on traverse parfois des pensées, enfin, on a des pensées négatives qui viennent en nous, ou par exemple, comment dire, se projeter 5 points plus tard, où on va se dire, dans 5 points, c'est gagné le match, ou dans 5 points, c'est perdu, faut faire attention. Mais on en parle souvent avec le préparateur mental, avec Laurent, sur le fait d'être dans le moment présent et de se regarder avec son partenaire. Alors moi, je parle en double parce que là, ça fait 5 ans que je m'entraîne en double. De se regarder, de vraiment de sentir une connexion avec son partenaire, voilà, d'être dans l'instant présent et de mettre des objectifs sur le prochain point, des focus particuliers sur ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place, ce sur quoi on va se concentrer pour en fait ne plus penser à le petit parasite qui va nous jouer des tours et qui va nous faire sortir du match. Je Et est-ce que justement tu vois une différence quand tu joues en simple et en double sur ton mental ou pas?
pense que c'est plus fort mentalement en double, c'est-à-dire qu'il faut gérer plus de paramètres. Ok. Son partenaire, ses adversaires, ils sont deux. Enfin, nos adversaires, ils sont deux, ils sont plus un. Et il faut voir les différences qu'il y a entre les différents adversaires. Tel joueur il va jouer de cette manière-là, tel joueur il va jouer de d'autres manières. Il y a plus de paramètres à prendre en compte. Et c'est ça qui fait la difficulté. En simple, c'est vrai que si tout va bien et que tu es seul, bah, tout va bien. C'est vrai que par contre, quand ça va mal, bah, tu es seul aussi. Donc, pour réussir à rebondir seul et tu personne qui va venir t'aider. Tu pars avec ton coach qui est derrière, mais tu vas être le seul acteur sur le terrain. Ouais, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux situations. Franchement, je dirais que c'est assez similaire en simple et en double. Il faut savoir gérer et sans préparateur mental et sans penser à toutes ces choses-là. Et est-ce que tu as des outils qui t'aident outre le préparatoire mental? Est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, est-ce que tu regardais potentiellement des vidéos? Est-ce que tu faisais de la cohérence cardiaque? Enfin, comment tu t'organisais un petit peu pour gérer toutes tes données? Alors, de la visualisation, pas mal. Avant les matchs, quand le stress monte, tu vas visualiser des bons points, des forces sur lesquelles tu peux te reposer. Il y a aussi pas mal de respiration. Je sais que ça m'aide vachement pour diminuer un peu en cohérence cardiaque, comme tu as dit, pour diminuer les battements, faire redescendre la pression. Et puis, le fait de bien préparer son match avec son coach, son partenaire, en analysant à la vidéo les adversaires pour savoir sur quel plan de jeu on veut partir. Ça met toujours de la confiance. Les points clés, tu vas les maîtriser. Et ça apporte une certaine sérénité. Ça fait baisser forcément le stress du match. Et toi, est-ce que pour toi, tu as des ancrages qui sont différents? Est-ce que tu as des méthodes aussi que tu utilisais quand tu jouais? Ouais, tu parlais de cohérence cardiaque, ouais, la respiration, un peu le truc de Wim Hof, là, où tu te fais 3 séries de respiration. Franchement, ça aide beaucoup. Mais je pense que souvent, c'est quand tu deviens trop dans ta tête, comme tu dis, tu vois, c'est quand tu commences à trop réfléchir, l'enjeu, le stress de si je gagne le match, si je perds le match, qu'est-ce qui va se passer? En fait, toutes les méthodes sont bonnes pour revenir sur le moment présent. Donc, les respirations, ça marche très bien. Se reconcentrer sur tes forces, tes faiblesses. Juste penser à ce que tu vas faire au service, par exemple, au ping-pong, c'était comment je vais servir à peu près. Donc, ton plan de jeu à très court terme t'aide à oublier en fait que tu as un enjeu plus long terme. Et ça, avec les années, et c'est pareil typiquement en entreprise ou dans les projets, tu arrives des rendez-vous investisseurs. Si tu commences à dire, attends, si on lève les fonds, après on peut ouvrir ça, après on peut faire ça, après machin, je t'arrive et le gars, tu veux plus être dans le moment. Et souvent, d'ailleurs, je remarque que ouais, le meilleur jeu que tu fais ou le meilleur rendez-vous, conversation, c'est toujours quand tu arrives à être vraiment dans le moment présent, à être spontané, à faire une blague ou à être créatif dans ton jeu. Et c'est jamais quand tu commences à penser plus loin, en fait. Ouais. Donc, il y a une force à être visionnaire pour ta carrière, ce qu'on plan dans les 10 prochaines années, comment jouer. Et une autre force qui est différente, à être très, très, très concentré sur le moment présent. Et c'est une gymnastique que tu apprends avec le temps et sur laquelle tu dois travailler. Et ouais, je pense que le travail se finit jamais. Bon, tu continues toujours à apprendre sur toi-même. Typiquement, jouer une finale du championnat du monde versus jouer un match de Interclub, c'est pas les mêmes enjeux, mais c'est la même méthodologie sur le papier. On a ces paramètres un petit peu mentaux et physiques. On a aussi maintenant d'autres paramètres avec la technologie. C'est pas seulement maintenant le physique et le mental qui vont faire la performance, ça va aussi être vos équipements. Ça a un vrai impact maintenant si on est bien équipé ou si on est mal équipé derrière. Et justement, j'ai fait quelques recherches sur les anciennes raquettes, tout ce qui existait, etc. À la base, on partait côté ping-pong sur la balle en celluloïd à la balle en plastique, donc en 2014, donc c'est quand même assez récent. Et on sait justement que cette balle, elle est plus lourde et qu'elle génère beaucoup moins de rotation, donc des spins. Euh, les raquettes, elles ont justement, c'est un peu une course à la puissance derrière, parce qu'en 10 ans, pour le coup, de ce côté-là, on est passé du bois classique à des matériaux composites, qui intègrent de l'aramide ou du carbone, par exemple, pour augmenter toutes les zones d'impact. Je crois qu'on appelle ça des sweet spots, on appelle ça. Et du coup, à quel point, par exemple, déjà, on va commencer par le tennis de table, à quel point cette rigidité qui s'accroît au fur et à mesure, elle a modifié la vitesse des échanges, comment un athlète s'adapte physiquement, parce que ça n'a pas un impact en termes de course, etc., mais ça a un impact sur le poignet, notamment la rotation. Est-ce que, toi, tu as senti des impacts? Est-ce que tu as vu aussi cette évolution-là ou pas du tout? Alors, probablement, moi, ça a été un des gros sujets. J'aurais fait une carrière extraordinaire, mais après le changement de la batte, c'est comme les crowdés, c'est le changement de balle. Non, mais la balle celluloïd versus plastique,
il y a eu pas mal de... Enfin, c'est un sujet qui a été vachement exploré dans le ping-pong, mais avec ça, pas trop. Il y a eu plusieurs problématiques. Le premier, c'est que c'était, au départ, c'était parce que la balle celluloïde, ça pollue à l'intérieur, c'est des matériaux chimiques. Du coup, c'était sur le papier des enjeux environnementaux à l'époque. Sauf qu'on a appris plus tard qu'il y avait eu des enjeux aussi très économiques où, par exemple, le président de la fédération à l'époque avait investi dans une usine. Hein. Bon, il y a eu quelques scandales sur ce sujet-là. Et nous, ça nous est un peu tombé dessus, parce que 2014, c'est le moment typiquement où moi, j'étais un peu en transition. Et ça a été un gros changement sur le système de jeu, parce que c'était un peu plus gros là-bas, donc un peu moins d'effets. Et donc, nous, on avait des systèmes de jeu un peu plus où on faisait tourner la balle et on gagnait des points un peu plus sur les effets, un peu moins sur la vitesse, etc. Maintenant, c'est ça, donc ça a vachement changé. Et donc, il y a toute cette nouvelle génération qui, finalement, les frères Lebrun, Flavien Coton, etc., qui ont commencé avec la balle plastique, parce qu'ils sont plus jeunes. Et du coup, c'est vrai qu'eux, ils ont un léger avantage, c'est que le jeu a changé quand même, et que du coup, ils sont bien tombés. Et donc, c'est des systèmes de jeu un peu différents, plus rapides, plus près de la table, plus forts, tout le temps, chaque coup est plus fort. Donc, ouais, ça a fait un gros changement dans le jeu. Mais qu'est-ce que je peux dire de plus? Ouais, non, ça a quand même vachement changé, mais ça a avantagé les jeunes, et du coup, on a une génération française exceptionnelle aussi, peut-être un peu grâce à ça. Ouais, ça a équilibré un peu le niveau. Et justement, en termes de performance, comment on fait pour essayer de rattraper le niveau? C'est dur. En fait, tu réapprends, entre guillemets, un sport parce que c'est pas les mêmes matériaux, non? Ouais, alors ça reste les fondamentaux restent les mêmes. Ouais. Mais par exemple, la Chine, le fait que les cartes se soient vachement rapprochées avec la Chine, ça montre que ça faisait 40-50 ans que la Chine avait un programme d'entraînement qui était très très méticuleux pour tous les petits dans tout le pays. Donc des dizaines de millions de jeunes qui arrivaient jusqu'au top niveau. Et en fait, le fait qu'il y ait un gros changement de matériel et donc de système de jeu, ils n'ont pas réussi, je pense, à s'adapter aussi vite. Ouais. Alors qu'en France, il n'y avait pas donc je pense que ça s'est adapté un peu plus vite. Euh, donc je pense finalement que les pays qui étaient très structurés et un peu lents, presque comme une grosse boîte, et avec l'IA, ont moins réussi à s'adapter vite. Et du coup, ça a vachement nivelé aussi maintenant, et ce qui fait une génération très intéressante, parce que du coup, il y a plusieurs nations qui se retrouvent à être un peu proches, et ça rend le sport plus intéressant au final. Donc les changements dans un sport de raquette, je pense que ça amène aussi plus de compétition, et ça équilibre un peu le niveau, et ça le rend plus intéressant. OK. Et côté badminton, bientôt il y aura des évolutions et justement on est passé pareil, à l'époque donc aux Valenciennes, c'était des raquettes en bois qui étaient robustes et qu'on avait du mal, enfin c'était peu flexible, donc on avait du mal à avoir un jeu rapide avec. Ensuite il y a eu l'arrivée de l'acier, de l'aluminium et cetera dans les années 60, donc c'est assez récent quand même, sur les évolutions, du badminton. Et après pour finir, on a eu le graphite et encore une fois les fibres de carbone, donc là qui sont partout actuellement, dans tous les sports. Et là, ça a changé la donne parce que du coup, la raquette est devenue très légère, et du coup, ça permettait de supporter des tensions aussi plus élevées sur la raquette et de mieux jouer, parce que c'était une extension du bras. Est-ce que toi, justement, il y a eu également, pardon, avant que je passe, là, je parlais du cadre, il y a également un changement de cadre. Avant, c'était ovale et maintenant, c'est asymétrique. Et là, pareil, ça a eu un impact parce que ça rendait le sport plus accessible qu'auparavant. Et cette invention de raquettes isométriques, justement, j'ai fait mes recherches. Ils ont dit que ça a amélioré la zone d'impact de plus de 30% par rapport à la forme ovale. Donc, t'as pas connu ça, du coup, je pense, mais est-ce que toi, tu le vois avec ta raquette? Est-ce que, enfin, c'est mieux? Enfin, est-ce que tu estimes que c'est mieux que par rapport à avant si tu avais déjà Alors, fait un petit. il y a donc la forme du cadre, il y a aussi le cordage qui a évolué. Avant, c'était des boyaux et maintenant, c'est du carbone avec des fibres de carbone. Et, euh, et en fait, en fonction de la tension que tu mets sur ta raquette, ta zone d'impact, elle peut être plus large, c'est-à-dire que tu peux taper proche du cadre et ça va renvoyer le volant assez facilement si tu tends pas très fort. Et si tu tends plus fort, nous on a des grosses tensions entre 14 et 15 kilos et les débutants ils vont tendre vers 10-11 kilos. Et eux, ça va faire, enfin en fait le cordage, ça va faire un peu trampoline et du coup ils peuvent décentrer leur frappe et il n'y aura pas de souci, ils vont pas voir la différence. Nous, si on descend de la frappe, on va casser le cordage et même tellement c'est tendu, le volant il va pas très bien partir. Donc c'est pour ça que nous on n'a pas trop le droit à l'erreur de taper vraiment au centre de la raquette, mais on gagne en précision, en toucher. Mais c'est vrai que les débutants, voilà, c'est tant qu'ils tapent dans la raquette, c'est bon, le volant il va passer. Mais c'est vrai que le changement de bois à aluminium, puis après à carbone,
Nous, on l'a pas. J'ai jamais joué avec des raquettes en bois, mais c'est vrai que les vitesses du volant qui atteignent maintenant, le record du monde, c'est 565 km/h. C'est fait aussi grâce aux torsions des raquettes ça va se déformer, puis après l'accélération elle va être plus importante. Et c'est l'évolution technologique forcément qui amène tout ça. Après, il y a aussi une évolution qui va arriver après 2028, normalement, après les Jeux Olympiques. C'est sur le volant. Avant, c'était des plumes, enfin, donc maintenant, en ce moment, c'est des plumes d'oie et de canard. Mais c'est vrai que c'est très, d'un point de vue environnemental, c'est catastrophique. Les déchets, c'est très dur de les recycler parce qu'il y a de la colle, c'est vraiment des matériaux avec plein de substances chimiques dedans et on peut rien en faire une fois que le volant est cassé. En match, on peut changer un volant tous les 2-3 points. Mais en fait, après les Jeux Olympiques 2028, ça va être des volants en carbone, et donc qui vont être beaucoup plus durables. On va jouer une dizaine de points pour un volant, et ce serait, C'est mieux déjà. ce serait beaucoup mieux. Ouais. Et en termes d'accessibilité, du coup, prix, est-ce que ça serait du coup beaucoup plus cher ou... En ce moment, une boîte de volants, c'est 40 € pour 12 volants. Ça se consomme très rapidement. Pour l'instant, les volants synthétiques qui sont déjà sur le marché, c'est 20 € la boîte de 12 volants aussi, mais ça dure beaucoup plus longtemps. Donc au final, c'est beaucoup plus rentable. Et en plus, il va y avoir des améliorations sur les volants, parce que là, c'est les premiers prototypes qui sortent, et forcément, avec les évolutions technologiques, ça va toujours s'améliorer. Les volants vont durer de plus en plus longtemps. Et même la trajectoire, parce que là, pour l'instant, la trajectoire, elle est un peu différente avec le volant en plume. Le volant en plume, ça va être une trajectoire qui va partir comme ça et qui va s'arrêter et qui va redescendre, alors qu'il y a aussi les volants en plastique, hein, j'en ai pas parlé, mais les volants en plastique, c'est pour tout ce qui est tous les débutants, ils jouent en plastique parce que voilà, c'est beaucoup moins cher et puis ils font pas trop la différence entre les différentes trajectoires. Mais c'est vrai que le plastique, ça va avoir une trajectoire parabolique et ça va pas trop s'arrêter, donc ça va aller plus rapidement. Le plume, donc c'est différent. Et le synthétique, pour l'instant, il n'y a pas trop de rotation dans le volant. Ils flottent un peu trop et parce qu'ils tournent pas sur eux-mêmes, Ok. ou beaucoup moins. Alors il y a beaucoup moins d'effets qu'au tennis de table, mais quand par exemple on va slicer un volant, donc on va le couper, bah, le volant il va tomber sur lui-même, il va tomber plus rapidement de l'autre côté. Et pour l'instant, il y a un peu un temps de latence avec le volant en synthétique, où le volant il va être un peu lent et après il va plonger. Donc c'est des petites différences que nous on sent et que les amateurs sentent. Ouais, est-ce que tu penses que ça aura un impact, ce niveau volant ou pas? Ça va changer un peu le jeu, je pense, surtout sur le jeu au filet. Donc, un volant qui va moins tourner sur lui-même et ce sera plus dur, je pense, de contrôler. Enfin, ça va être en fait différent au début. Il va falloir s'adapter. Ok. Et toi, côté ping-pong, est-ce que tu as des avancées technologiques qui sont prévues également ou pas du tout? Là, au ping-pong, il y a un sujet important, c'est l'analyse. Enfin, c'est plus la partie vidéo. Carrément. Dans le tennis, ils ont implémenté ça il y a un petit moment déjà, parce que c'est des lignes tellement précis qu'ils ont mis le Hawkeye pour vérifier si la balle avait ou non touché la ligne, avec des challenges, 3 challenges par match. Et le ping-pong, ils viennent d'implémenter ça sur les compétitions qui viennent de passer, où là, pour le coup, il y a des règles assez précises de service, où il faut lancer à minimum 15,5 cm. Ah, donc ça, c'est contrôlé maintenant. Et maintenant, c'est contrôlé. Et Ok. il faut lancer lancer et servir à un angle de moins de 30 degrés. Mais sans l'IA, tu peux pas vérifier ça. Sans rien, tu n'es jamais arrêté. Donc, il y avait plein de problèmes d'arbitrage. Le mec des services fautes sur des points importants, impossible de vérifier. Et donc là, ils ont mis une analyse vidéo qu'on est en train d'essayer de refaire en France, d'ailleurs, avec Nolwenn. On essaie de faire pour la Fédération française en ingé, pour reproduire ce système-là sur le championnat de Pro A. Et en fait, c'est que si tu vois que le service de l'adversaire est vraiment pas réglementaire, tu as le droit de challenger. Et tu vois la vidéo, si oui ou non il était réglementaire, et tu peux gagner points. Et donc, la première fois de l'histoire que c'est arrivé, c'était le Ovtcharov contre Liang Jingkun. Il sert, Ovtcharov lève la main, replay, 31 degrés au lieu de 30. Ah ouais. Mais ça va créer des problématiques, hein, parce que du coup, il y a un côté un peu pour le spectacle, c'est moins sympa. Mais justement, c'était une très bonne transition parce qu'on va parler de la data et de l'IA. Mais est-ce que l'arrivée de toutes ces datas, qui vont jauger un peu la performance de chacun, justement, est-ce que ça enlève pas un peu d'humain et de la performance individuelle? Parce que là, comme tu dis,
on analyse un point, le match est fini parce que finalement il avait raison. Est-ce qu'avant on n'avait pas plus de plaisir à pratiquer que maintenant où tout est analysé en termes de vidéo et derrière, OK, où la moindre petite erreur, c'est fatal? Moi, je pense pas spécialement parce qu'il y a des règles, dans le sport et il Bien respecté. faut les respecter et alors là, c'est vrai que pour le service, c'est difficile à dire 30 degrés et tout, mais nous au BAD, si, quelqu'un a touché le volant, ou qu'on teste une ligne, c'est vrai qu'il y a la vidéo aussi donc tu peux demander à vérifier et je pense que c'est pour un sport plus juste, ça apporte quelque chose de bien. D'accord. En fait, c'est à un certain niveau, avec des certains enjeux, si tu les erreurs comme ça peuvent coûter cher, peuvent te coûter une médaille. Là, typiquement, Léo, il va raconter qu'en poule de ces championnats du monde par équipe, il fallait absolument qu'il gagne le double, euh, le quatrième match, pour sortir de poule. Sinon, la compétition était terminée. Et il gagne 21-19, 21-19. Et j'imagine sur des balles, des volants qui sont parfois très lignes. Donc si tu perds un match comme ça, où tu le gagnes, ça change ta vie, ça change ta vie. Donc je pense que c'est important, comme tu dis, d'avoir un sport plus juste. Et quand c'est dans ce sens-là, je trouve ça super. Après, il faudra le faire intelligemment dans le ping-pong parce que c'est tout le début. Donc, Et nous niveau data, depuis peu, on analyse notre entraînement. Il y a des salariés à la fédé, des data scientists on a un accéléromètre, on se met sur le short et qui analyse notre charge d'entraînement en fonction des accélérations qu'on fait sur l'entraînement, sur le terrain. Ils vont pouvoir quantifier la charge en fonction de si c'est une faible intensité, si l'entraînement était de faible intensité, moyenne intensité ou haute intensité. Et du coup, donc ça, c'est la charge interne que notre corps a subie. Et on a aussi des questionnaires après séance, et même le matin aussi qu'on remplit, pour notre charge, qu'on va dire, donc externe, ce qu'on ressent nous-mêmes, pour pouvoir lier les deux et voir si comment dire, C'est le même ressenti. tu as le même ressenti de ce que tu as vraiment produit comme effort, et si des fois tu as des périodes de fatigue qui sont un peu inexpliquées parce que tu as fait un entraînement qui normalement devait être simple et tu l'as ressenti comme dur. Et donc après, enfin, avec les coachs, ils en parlent avant les entraînements pour pouvoir aménager les entraînements en fonction des douleurs qu'on a aussi. Tout est répertorié, Ouais, il y a un vrai suivi maintenant, Ouais. de l'athlète, avec ses datas, Oui. sur son corps. Puis à l'INSEP, il y a un pôle performance où ils gèrent justement la plateforme qui s'appelle Athlète 360 et qui regroupe toutes ces données-là et qui après sort des graphiques vraiment très poussés sur notre état de forme, les différentes douleurs qu'on a eues et voilà les pics. Ouais, c'est vrai que c'est. Et du coup, tu parlais d'un capteur qui était dans le short. Il y a pas, quelque chose aussi en lien avec la raquette? Alors, sur la raquette, non, on a rien spécialement. Par contre, on fait, des fois des analyses, biomécaniques sur les smatchs pour voir, quel segment, travaille plus qu'un autre en fonction de si quelqu'un smash plus fort, pourquoi? Parce qu'il utilise tel ou tel segment de son corps. Mais non, c'est pas, sur la raquette ou sur le volant directement. OK. Et côté tennis de table, est-ce que pareil, l'analyse vidéo est aussi très utilisée? Est-ce que, ça pareil, ça a un impact sur les performances, pour éviter les blessures? Comment ça se passe, actuellement? ben, c'est super cool c'est ça avec le bal. Je trouve que c'est, comme tu disais, je pense que on arrive à des niveaux de performance où chaque détail compte. Et dans des sports comme la course à pied, comme le vélo, et ça fait très longtemps que c'est comme ça. Et même dans les sports de raquette en Asie, par exemple à Hong Kong, ils ont une caméra par table pour regarder chaque séance. Ils ont tous leur rythme cardiaque. Donc il y a une vraie. Je pense qu'il y a une avancée technologique par pays qui fait une avancée aussi après du niveau des joueurs. Je trouve que c'est bien que là aussi en France, on soit pionnier sur ça. Euh, et c'est vraiment, je trouve, la technologie appliquée à la performance et qui est intéressant. Tout ce qui est un peu plus gadget, nous, pardon, la vitesse de la balle, etc. Ouais. Ouais, peut-être ça plaît, mais c'est le moins intéressant sur la performance. Donc ouais, dans le ping, on essaie aussi d'appliquer ça. Je sais que les frères Lebrun, avec Nathanaël Molin, ils font beaucoup, beaucoup ce travail-là. Analyse vidéo, étudier les joueurs adverses, essayer de comprendre les trajectoires qui marchent. Je sais qu'en Chine, ils ont des chercheurs
sur à la fois le matériel, les techniques, la motricité, le type de corps parfait pour tel sport, et notamment pour le ping. Et le curseur, il est pas toujours facile parce que tu peux aller trop loin aussi Ouais, ça. faut mettre des limites, quoi. Et voilà, faut voir un peu où ça est. Mais à partir du moment où tu es en équipe de France, pouvoir utiliser des technos pour que ça soit pour se rapprocher de la performance maximale, c'est cool. Et on le voit que ça marche parce que par exemple, là, il y a 2 mecs qui sont passés sous les 2 heures au marathon il y a 2 semaines. Et finalement, les performances continuent d'avancer parce qu'ils s'entraînent mieux, ils comprennent mieux leur corps, etc. Ouais, les équipements sont mieux, les chaussures sont plus adaptées qu'avant, en tout cas sur route ou en trail, c'est différent, carrément. Et du coup, ça vous permet aussi de mettre en avant vos sports qui avant étaient peut-être plus cachés. Et grâce à ces avancées, potentiellement, et c'est vrai que ça peut avoir un impact positif derrière sur un niveau médiatique. Un point que je trouve très important, c'est la raison pour laquelle les sports sont médiatiques. C'est pas non plus un hasard que certains sports sont médiatiques et d'autres non. Premièrement, il y a des sports américains où ils ont une force marketing énorme Oui. et beaucoup plus de capital pour le marketer. Donc, typiquement, Ça, c'est tous ces sports-là aux États-Unis sont énormes. Le Super Bowl étant l'event le plus suivi au monde, alors que nous, on joue même pas au football américain en Europe. Donc, il y a ça. Il y a aussi le côté data. Par exemple, le baseball, qui est un sport hyper suivi, qui cartonne là-bas, où les joueurs sont payés incroyablement. C'est suivi parce que les datas sont très, très suivies. Chaque joueur, on connaît combien de fois il a lancé, la vitesse de son lancer, la précision de son lancer, etc. etc. Donc, ça crée en fait un côté data que les gens ont envie de suivre. Le tennis, maintenant, c'est comme ça, où tu sais combien de Sinner il a mis base dans l'année, combien de points il a gagné, la vitesse moyenne de son service. Du coup, il y a des nerds un peu du sport, ça donne envie de suivre. Le head-to-head avec chaque joueur, combien... Là, ils avaient vu que sur 20 rencontres avec Alcaraz ou 15, ils avaient gagné exactement le même nombre de points. Et ça, c'était des datas hyper cool à suivre. Ça donne envie de suivre Voilà. Après, tu as les marques qui sont sur ces sports-là, qui font beaucoup de communication sur les joueurs. Rolex, Lacoste. Nike, Lacoste, etc. Alors que dans le badminton, dans le ping-pong, c'est un peu moins le cas. C'est plus des marques asiatiques, allemandes, qui sont moins fortes en marketing. Donc, c'est aussi le sujet de ping-pong. Pourquoi on lance ping-pong? Pour moi, c'était vraiment aussi de créer un storytelling, une identité visuelle pour ces sports qui soit plus forte, de le connecter avec des marques plus tout public, ASICS, potentiellement Lacoste, Nike, Adidas, peu importe, mais pour emmener ces sports un peu dans l'œil du public plus largement et de raconter des histoires. Typiquement, Léo, tu disais ça, mais le grand public ne connaît pas les personnalités derrière cette médaille au championnat du monde. Ça commence parce que tu vois un petit peu des intérieurs de sport et tout, mais c'est de la surface. Alors qu'on connaît vachement bien l'histoire des footballeurs, on sait comment ils s'habillent, qui c'est leur copine. Je dis pas qu'il faut aller aussi loin, mais il y a un peu un storytelling et de raconter des personnalités. La Formule 1 l'a très bien fait, le tennis le fait bien, le foot le fait bien. Et je pense qu'il faut que aussi de l'intérieur, nous, on raconte les histoires. Ouais. C'est vrai que moi, je trouve que tout ça, ça vient aussi du fait que ces sports-là, ils sont connus en France depuis des dizaines d'années. Et on performe, où les Français performent au niveau international et mondial depuis les années 1950. Et moi, je parle du bad. Là, c'est tout nouveau qu'on arrive à performer niveau mondial, niveau européen. Il y a 20 ans, même 15 ans, quand on avait fait quand les anciens joueurs allaient jouer les championnats d'Europe, ils se battaient pour mettre plus de 5 points contre des Danois, contre des Anglais, contre des Allemands. Et bah, c'est là que tu vois que avant c'était plutôt de l'amateurisme dans ce sport-là. Et le fait de gravir les échelons et de pousser et de battre les meilleures nations européennes et mondiales, je pense que en ce moment, on fait des choses historiques, mais ça va se ressentir sur les années à venir et c'est pas maintenant, je pense, que ça se ressent. Et ouais, donc j'ai hâte de voir dans 20 ans ce qu'aura la place du badminton dans les médias et dans la société. Mais je pense que c'est trop jeune et c'est pour ça, je pense que c'est pas peu médiatisé. Mais le fait de voir des articles dans l'équipe sur le badminton, on aimerait toujours plus, hein. Mais c'est déjà un petit Pas, ouais. petit pas. Et puis après, voilà, j'espère que les résultats vont continuer à arriver euh, et pour entretenir la flamme et continuer à faire des plus grosses pages sur l'équipe.
Mais carrément et bah, tu parles d'entretenir la flamme, ça fait une bonne transition. Est-ce que, depuis 2024, vous avez senti une émulsion, vu qu'il y a eu les JO et cetera? Est-ce que, vous avez vu peut-être, plus de public à soutenir, les compétitions de tennis de table ou de badminton? Est-ce que vous avez senti une émulsion derrière? Est-ce qu'il y a eu un changement selon vous ou pas? Alors, nous, il y a eu les championnats du monde, à Paris, dans la même salle où il y a eu les Jeux en 2025, un an après les Jeux olympiques. Ouais. Et donc moi, j'ai participé, alors que j'avais pas participé aux Jeux olympiques, mais j'ai participé au championnat du monde et la salle, dès les premiers tours, elle était pleine. Mais il y avait, je dirais 6 000 personnes à peu près. C'était pas tout plein parce que je crois que ça peut, accueillir 10 000, mais ouais, il y avait 6 000 à 7 000 personnes. Ça m'avait vachement marqué parce que sur les événements, alors chaque année, il y a un très gros tournoi en France. Public, voilà, il y en a pas, c'est pas rempli. Et là, sur ces championnats du monde, on a vraiment senti que l'effet JO, ça avait aidé. Mais après, par contre, au-delà du championnat du monde, je ressens pas forcément qu'il y a eu l'après JO où ça a continué avec une certaine émulation. Dans le championnat, en France, il y a pas beaucoup. Les salles sont pas du tout pleines. C'est dur de les remplir et je sens pas trop qu'il y a eu les jeux qui sont passés en France. Dans la société, je pense que ça a pas mal aidé à faire du sport loisir, Mmh. à se lancer au sport. Mais dans le sport de compétition et le sport de haut niveau, j'ai pas l'impression que ça ait entretenu une certaine flamme. Je trouve ça fou, au collège et au lycée, on fait du badminton, on fait du ping-pong. Du coup, c'est fou que derrière, on n'ait pas plus d'athlètes qui soient investis au haut niveau ou qui soient plus médiatisés parce qu'on en fait, depuis tout petit. Et justement, est-ce que, qu'est-ce qui fait que les jeunes, enfin, ne se tournent pas vers ce type de sport et vont vers des sports plus médiatisés? Enfin, pourquoi? Bah, je pense que déjà le sport à l'école, c'est pour le plaisir et il y a pas réellement derrière: «Ah, je peux en faire mon métier et ah, je peux gagner de l'argent avec», parce que pour l'instant c'est pas assez médiatisé. Mais de plus en plus, on gagne de l'argent à faire du sport de haut niveau, en badminton, je parle, et les meilleurs Français, commencent à avant bien gagner leur vie que du badminton, donc c'est un point positif. Ouais, mais je suis assez d'accord. Je pense que le sport est abordé en France comme un loisir, pour beaucoup en tout cas. Ils sont même pas au courant qu'on peut vivre du sport de haut niveau. Donc il y a presque une éducation à faire sur le sport peut être un plan de carrière. La France est encore très traditionnelle finalement, malgré le côté assez. Les jeunes, ils ont envie de faire soit du foot professionnel, soit il faut être avocat ou médecin. Enfin, je caricature un petit peu. Alors que plein d'autres sports ont des potentiels de carrière pour plein de jeunes qui adorent ça. Et puis après, sur la partie médiation plus largement, je te rejoins sur le fait que c'est des sports qui sont assez récemment devenus forts en France. En France, on n'est pas des très, très forts pour faire de l'entertainment. C'est-à-dire que les championnats du monde de badminton, si tu n'es pas de ce monde-là, il n'y a rien qui est fait pour t'accueillir, pour t'expliquer comment ça marche les scores, tu vois. T'arrives, ça peut être intimidant presque, alors qu'aux États-Unis, tu arrives sur un match, et tu vois, un match de baseball, encore une fois, t'as un mec en mascotte qui te dit welcome, qui te donne un ours. T'arrives, il y a des mecs qui expliquent comment ça marche, où ça en est, qui te font des profils des scores. Sur les grands écrans, t'as des documentaires des joueurs qui passent pour que tu saches qui est là. Donc, je pense qu'il y a ce côté aussi pour la France de créer des événements qui sont plus tout public, qui sont plus ouverts, plus accessibles. Ouais, pour les spectateurs aussi, Pour les faut qu'ils vivent quelque chose, exact, ouais, voilà. Et ça se crée, et je pense que ça va être le rôle des marques, le rôle ouais, de personnes qui créent des événements. Et après aussi, je pense, dans le storytelling, encore une fois, typiquement, l'INSEP, c'est un endroit extraordinaire que peu de gens connaissent, à part si dans le store. C'est un centre qui est à Paris, où tu as tous les sports olympiques, tous les jeunes talents pépites, même les sportifs qui sont au JO, qui sont dans un même centre. Il y en a beaucoup qui habitent sur place, notamment les mineurs, et qui s'entraînent sur la piste d'athlée, dans la salle de gym, dans la salle de bad, dans la salle de ping, avec des meilleurs médaillés olympiques partout. Et ça, typiquement, tu vois, ça pourrait être l'occasion de faire un peu un drive to survive, mais sur l'INSEP, ou une série un peu qui suivrait des athlètes de l'INSEP, qui serait télévisée ou sur Netflix ou peu importe. Et ça, pareil, je pense que faut falloir qu'il y ait des gens qui prennent cette parole-là. Nous, va essayer de l'apprendre sur le ping-pong. On essaie de créer peut-être le drive to survive sur le ping-pong en termes de série, sur le circuit pro. Et de dire, oui, il faut arriver à venir
plus au cœur de ces sports, raconter les histoires pour donner envie, tout simplement. Pour comprendre aussi notre vie, parce que le nombre de fois où on m'a posé la question ah ouais, mais à côté du sport, tu fais quoi comme travail? Écoute, je suis dans le gymnase pendant 6 heures par jour, du coup, je fais mes études à côté, mais je peux pas aller travailler, quoi. Et ah ouais, 6 heures, mais 6 heures dans la semaine? Non, non, par jour. Et Ben, tu sais, c'est de l'éducation. Parce que ça, en fait, pour en parler comme là, on fait aujourd'hui, c'est ce qui est bien, c'est que ça donne des exemples, ça donne, bah, vous mettez en avant votre expérience, ce que vous avez fait, comment ça évolue et justement, c'est par ces prises de parole aussi que ça va donner envie aux jeunes de s'inscrire et de potentiellement aller jusqu'au niveau, derrière et c'est le cas, pour le foot et cetera. Enfin, il y a énormément de choses, téléfoot typiquement, là, ça met en avant, énormément de stars du foot, enfin et des amateurs qui deviennent, pros par la suite et c'est comme ça qu'on a beaucoup licencié, en fait. De votre côté, vous, c'est beaucoup moins médiatisé et du coup, bah, les gens se dirigent pas forcément vers ça pour faire du sport de nuit. Et moi, je sais aussi ce qui se fait de plus en plus au badminton, c'est le fait de repérer les jeunes. Et ce qui se fait dans tous les sports médiatisés, dans le foot ou le tennis, c'est qu'un jeune qui a 6 ans, ouah, il a l'air bon, bah ok, on le met direct en club, il va s'entraîner un peu plus et il va être suivi, avoir un vrai suivi des plus jeunes âges. Alors qu'au bad avant, c'était bah, tu vas faire un peu l'UNSS à l'école. Et de plus en plus, il y a des formations cadres, il y a des formations d'entraîneurs pour après justement repérer ces jeunes-là. C'est effet boule de neige, ça va vraiment se tirer vers le haut. Et je pense que c'est pour ça qu'on va continuer à progresser là-dedans et à sortir des joueurs de plus en plus. Et on n'a pas parlé du coup des JO, toi, de ton ressenti, mais pareil, le tennis de table, il a atteint, plus de 963 millions de téléspectateurs justement en 2024. Comment faire en fait pour que cet engouement, il profite à tous les clubs et pas seulement aux têtes d'affiche? Par exemple, on parlait des Lebrun tout à l'heure, ce qui est trop bien parce que ça met en avant justement le tennis de table. Comment on fait pour justement qu'en club, ça s'organise mieux, qu'il y ait plus de sorties et cetera derrière? Alors, très bonne question. Déjà, ce que je trouvais décevant un petit peu, je parlais de la suite des JO, c'est que les JO se sont très, 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 très concentrés sur les Lebrun, dans le ping-pong par exemple, et ont complètement oublié tout le reste de l'équipe de France déjà, qui était là. Et donc, par exemple, là au championnat de France qu'on suivi là, les quelques mois après ça, l'équipe, ils venaient. Et dans la media room, c'est simple, tu avais l'équipe RMC, etc. pour les matchs des Lebrun. Et derrière, tout le monde partait, tous les autres joueurs, ils arrivaient. Ah ouais. Il y avait que nous. Nous, on a créé un média justement pour ça, pour être le média du ping-pong, ce qui va suivre justement l'intégralité des joueurs. Et on se rend compte que nous, sur notre média à nous, c'est les histoires des autres joueurs, de tout ce qui entoure les Lebrun et de tout ce qui entoure cette équipe de France, qui intéresse vachement les gens. Parce que justement, tiens, ils sont les meilleurs d'un groupe qui pousse pour justement essayer de trouver sa place dans l'équipe de France. Toute cette narrative, elle est intéressante. Et donc, je pense vraiment que les JO ont amené une visibilité sur les Lebrun, au plus que sur le ping-pong presque, et qu'il y a le rôle de nous, des athlètes, des gens qui ont des entreprises et des projets dans le ping-pong, d'emmener de la visibilité sur le reste des joueurs. Parce que je pense pas qu'un sport peut vivre sur 2 athlètes ou sur ses grands champions. Il faut qu'il vive sur vraiment son histoire et tous ses joueurs. Et encore une fois, il y a des sports qui le font très bien. Et je pense que la Formule 1, c'est le meilleur exemple ces derniers temps. Mais c'est un sport dur à regarder, franchement, de l'extérieur. Mais quand tu connais les 20 pilotes qui sont dans les voitures, leurs histoires, leur rivalité, leur vie perso, tu as envie de voir ce qui va se passer. Et c'est ce que je pense qu'il faut s'inspirer de ça dans nos sports, hein. Ouais, qui est plus d'humain, en fait. Connaître les personnes, c'est vrai que je pense qu'ils se ressentaient sur l'île Lebrun parce que c'est là où ils peuvent faire de l'argent, non? C'est sûr, c'est pour ça. Et justement, est-ce que, ça serait pas, intéressant de faire un peu comme d'autres sports, notamment, bah, je pense au running, au trail et cetera? Il y a beaucoup d'athlètes qui se lancent notamment sur Instagram, sur YouTube pour parler de ce qu'ils font, de leur, bah, de leur expérience. Je pense à Ken Picourt, Mathieu Blanchard et cetera. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire également, la même chose, avec des athlètes côté bad et côté tennis de table pour justement donner envie, mettre en avant, la vie perso sur le côté sans parler d'influence derrière, mais au moins de mettre en avant ces sports à travers la vie de la personne qui le vit tous les jours. Est-ce que vous, par exemple, ça vous a jamais tenté de parler un petit peu de votre vie quotidienne, à travers votre sport? Mmh, bah, déjà, il faut avoir du temps aussi pour le faire. Il faut aimer le faire aussi parce que c'est
Moi, perso, je sais que je suis à l'aise devant une caméra et tout ça, mais ça m'intéresse pas de moi me prendre en photo ou en vidéo, de faire du contenu, du montage et tout ça. Donc c'est pour ça que moi, je le fais pas. Si je voulais quelqu'un qui me suive tous les jours, et bah, il faut un certain budget et ça, bah, je gagne pas assez d'argent pour pouvoir me permettre de faire ça. Mais c'est vrai que ce serait bien pour les sports, hein. Et en ping, il y a quoi? Il y a Flo et il y a Beast avec toi, ce qu'ils mettent. Mais d'ailleurs, nous, on en parlait juste avant avec Léo, c'est que nous, on crée une team ping-pong de joueurs pro où justement, le but, c'est pas de faire comme un sponsor aujourd'hui et toi, tu sponsorises pas. 100. Et du coup, donc, Léo, il t'envoie un package de fringues et tu les portes et point. Ouais, c'est ça. Et après, on est rémunéré aussi en fonction de notre classement. Voilà, ok. Mais et du coup, c'est un accompagnement équipementier qui est super parce que ça se permet de soutenir les athlètes, mais pas du tout média. Ah oui, du Et alors que je pense maintenant que le futur, justement, c'est un accompagnement textile, un accompagnement équipement et financier pour soutenir la carrière, mais aussi de développer l'image du joueur et l'image du sport. Et là, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, comme disait Léo, ça coûte de l'argent. C'est pas facile puisqu'il faut que ça prenne du temps. Mais comme tu disais, c'est comme ça qu'on va aller dans la bonne direction. Et je pense qu'on peut pas attendre de l'extérieur que les gens viennent le faire et médiatiser nos sports. Je trouve que on a ce constat-là que on pense qu'il y a des belles histoires à raconter. Bah, ça va être à nous de le faire. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Ping Pong Paris? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? C'est quoi les projets à venir? Notamment en termes de médias, vu qu'on est dans la partie médiatisation. Bah, nous, Ping Pong Co, c'est une société qu'on a créée. Dans l'idée, c'était que le ping-pong, justement, c'est un des sports qui est les plus pratiqués au monde, mais qui n'est pas les plus sexy, et particulièrement en Europe. En Chine, quand on y allait plus jeune pour s'entraîner, les athlètes, ils sont sur les canettes de coca. T'arrives, dès que tu es joueur de ping-pong, t'es accueilli comme un prince. Je vais au karaoké. Donc, à un côté, le contraste était saisissant entre l'accueil qu'on avait en France, particulièrement en France, et en Chine, mon aise. Donc, on s'est dit, attends, s'il y a plein de gens qui jouent, tout le monde a joué à l'école, et tout le monde a une histoire autour du ping-pong. Et par contre, quand on en parle, les gens ne savent pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être le truc du gymnase miteux. Donc, comment rendre le ping sexy, cool, sympa? Comment raconter ces histoires de manière plus intéressante? Comment le connecter aussi? Au lieu de faire deux communautés, le tennis de table et le ping-pong, comment le réunir sous un seul en tout le monde joue au ping-pong? Euh, donc, on a créé ping-pong aussi pour un clin d'œil à ça. Et ça s'est structuré au fur et à mesure. Donc, dans l'équipe, on a Caroline Yuang, qui est ma cofondatrice, Quentin Robineau, Antonio Char. On a une équipe qui finalement couvre pas mal de spectres compétences différentes, design, ingénieur, sport de haut niveau. On a journaliste, fashion designer. Donc, on s'est dit comment on peut attaquer ce marché et le rendre plus cool, plus sexy sur le long terme. Et on a ouvert des clubs de ping-pong, donc des clubs privés où justement ça permet à des gens de venir jouer qui n'ont pas forcément à aller dans un gymnase prendre une licence. Et on mène de la technologie, des technologies de replay, d'analyse vidéo. Et on va en ouvrir plusieurs à Paris, puis après 7 ans. On a une marque de vêtements performance qui sort bientôt. Et c'est la première ligne de performance dans le ping-pong qui est vraiment plus travaillée, plus poussée en termes de recherche et développement versus des marques qui font juste un logo sur un bolo premier prix. Quand tu entends plus poussé sur la performance, est-ce que tu as des trackers? Est-ce que c'est juste la matière qui change? Alors, matière qui change, on a vraiment fait des découpements morphologiques pour suivre les mouvements du ping-pong avec des tissus extensibles sur les épaules, par exemple. Les coutures sont en flat lock. Donc, sans rentrer dans le détail, mais on a été vraiment plus loin sur la recherche-développement avec Fabien qui vient vraiment du monde de la mode. Donc, on est allé s'inspirer plus de ce qui se fait dans le running, dans le cyclisme, qui sont des sports avec beaucoup de contraintes. Et on l'a adapté, par exemple, dans le short, on a mis une petite serviette parce qu'on peut s'essuyer que tous les 6 points. Donc, on a mis une serviette en microfibre dans le short pour qu'on puisse saisir. On essaie d'amener vraiment de l'innovation là-dedans. Donc, c'est un premier pas vers ça. Et on travaille avec des joueurs pros aussi pour développer des produits qui marchent. Et on a créé un média. Donc, c'est le seul magazine français de ping-pong qu'on fait en collaboration avec la Fédération française. Et le média, le but, c'est ça, c'est de parler des sportifs pros, donc les meilleurs mondiaux, de raconter leurs histoires. Là, c'était Calderano. On est allé le voir au Brésil il a monté une salle de ping, etc. Mais aussi de parler du film Art Suprême, qui était le partenaire du magazine sur le lancement, où il y a Timothée Chalamet. On a fait une interview pour
son approche du ping-pong, etc. Euh, et des designers, et des gens qui jouent au ping-pong. Donc le ping-pong est le point central, mais c'est tout ce qui gravite autour qui est intéressant. Culture, art, sport. Ouais, c'est très complet. Enfin, là, vous avez fait quelque chose qui axe plein de piliers Ben, dans le milieu du sport et du tennis de table, quoi. Ben ouais, je pense que c'est via ces projets-là qu'on arrivera petit à petit à donner une nouvelle image du sport. Et puis une direction artistique aussi assez poussée, où on essaie de créer une esthétique plus design, plus élégante. On essaie de s'inspirer de ce qui se fait bien dans l'architecture, dans les autres sports, dans l'art. Euh, et je pense que c'est l'effet qu'on aimerait avoir et que j'aime bien avoir quand on présente nos projets, c'est waouh, trop cool cette marque. Ah, mais c'est une marque de ping-pong. Le côté genre presque, c'est comme si c'était antinomique. Et voilà, et je pense que c'est. En tout cas, moi, je trouve que depuis que j'ai arrêté le sport, c'est ma mission de faire marcher ça. Et on a une équipe avec qui on partage cette vision-là. Et c'est assez cool. On remarque pas forcément que c'est axé ping-pong, parce que vraiment les designs sont très cool sur les t-shirts, etc. C'est vraiment beau. Bah, effectivement, même si tu fais pas forcément de ping-pong, tu as envie d'acheter le t-shirt. Donc en vrai, je pense que déjà sur ça, vous avez bien réussi votre coup, parce que c'est vraiment chouette. Bah, c'est super gentil. Et puis, c'est une trajectoire. Nous, là, on commence. Forcément, on est assez jeune, on commence quelque part. Et puis, C'est né quand, ping-pong? c'est né en 2020, mais on était à ce moment-là, moi, je travaillais encore à Singapour en tant qu'ingénieur. Caroline travaillait dans une autre boîte. Donc, j'ai retrouvé autour du projet se dire, on y va à 100% en 2023. Voilà. Et je veux juste rajouter un tout petit truc parce qu'on est chez Extiar et aussi avec Arnaud Frey qui est investisseur chez nous à Ping-Pong, mais qui surtout, je trouve que Arnaud, via Extia, il arrive à décloisonner aussi le monde du sport de haut niveau, du monde de l'entreprise, Ouais, il fait beaucoup de liens. via ce qu'on fait ici déjà, rien que ça. Mais aussi, ils ont une team de tennisman qui soutient à la fois dans leur carrière, mais aussi qui essaie de connecter avec ce monde d'entreprise et de faire les ponts entre les deux. Alors qu'en France, c'est très cloisonné. Donc, moi, je ne sais pas ce que tu peux en dire, Léo, mais il y a ce côté, le sport de haut niveau, c'est un monde. Mm. Les études, c'est un autre monde. L'entreprise, c'est un autre monde. Et du coup, c'est assez cloisonné. Et je pense qu'on gagnerait aussi à se rencontrer et à prendre le meilleur de chacun des endroits. Carrément, surtout quand on parlait des compétences, ça s'applique carrément en entreprise. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place en entreprise et qui s'appliquent, que ce soit même l'esprit d'équipe, la lucidité, tout ce qui va être pour entreprendre. Enfin, ça t'apprend énormément de choses. Les doutes avec les blessures, en tant que sportif de haut niveau, tu passes toujours par des moments de remise en question, si tu continues ce que tu fais. Moi, je sais que quand j'ai eu des problèmes de hanche, c'était pendant le confinement du premier Covid, enfin du premier confinement. Et pendant 3-4 mois, je savais pas si j'allais continuer parce que je savais pas si ma santé allait le permettre. Et j'avais noté sur mon ordinateur les points positifs de si j'arrêtais, les points négatifs de si j'arrêtais, les points positifs de si je continuais. Et c'est pour ça que j'ai continué le sport de haut niveau, parce que je retrouvais plus de points positifs à continuer. Mais quand même, tu listes pas mal de choses où tu te dis, est-ce que ma vie, c'est vraiment là où je veux aller? Tu poses plein de questions. Et ça, je pense que, après, moi, je suis pas dans le monde de l'entrepreneuriat, mais tu dois sûrement te poser ces questions-là pour pouvoir avancer le mieux possible, hein. Enfin, Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis d'ailleurs, même fait un stage chez Graydon, d'ailleurs. Ouais. Mais oui, enfin, tout ça pour dire que je suis très d'accord avec toi que c'est des mondes assez complémentaires et qui gagnent en fait à être connus. Je pense que quand tu es sportif en pleine carrière, comme Léo aujourd'hui à son âge, d'avoir une idée plus claire de ce que c'est si tu montes une boîte après, d'avoir une idée plus claire de ce que c'est si tu veux aller bosser dans un projet, et de comprendre ça, c'est rassurant aussi de te dire, ok, si demain je me pète le genou, Il y a un bagage derrière. ouais, c'est pas, j'arrive pas dans un monde inconnu tout seul. Et je pense que c'est en ce sens que c'est intéressant d'être plus connecté. Et je pense même aussi aux musiciens. Je parle beaucoup avec des musiciens en ce moment, des chants. C'est des mondes où tu es un peu isolé. Et je trouve que de les connecter, c'est vachement puissant. Parce qu'on a plein de choses à s'apprendre les uns les autres. on est enfermé dans notre bulle, c'est vrai, nous, les sportifs de haut niveau. Quand tu es à l'INSEP, t'as l'impression que c'est un peu une secte. Si tu sors pas de l'INSEP, tu peux ne pas sortir pendant plusieurs semaines et t'entraîner et voir personne d'autre. Et
Et en fait, t'es dans une société parallèle à la société normale. Ah ouais, Ouais. c'est un peu incompris en Ouais. plus. Donc, quand tu arrives dehors et que tu vois, des fois, là, c'est l'exemple de Bear, c'est incroyable. Tu arrives dans n'importe quel contexte et les gens, ils vont te dire: Ah, tu fais du ping-pong, mais mon père, il joue incroyable. Faut absolument que tu joues. Tu vois, genre, ouais, donc, du coup, dans nos amis proches, là, on se retrouve avec beaucoup de sportifs Ouais, ben. parce que c'est un peu plus facile comme contact. Mm. Et voilà, créer des moments comme que tu crées là et ce que vous créez là, je trouve que c'est super. Peut-être, il me reste quelques questions à vous poser et j'aimerais notamment qu'on parle des autres sports de raquettes rapidement. Parce que depuis quelques années maintenant, on a un essor par exemple du paddle. On a aussi le squash qui arrive à Los Angeles là, en 2028. Justement, est-ce que ces nouveaux sports qui deviennent accessibles, il y a de plus en plus de licenciés qui font ces sports, est-ce que vous pensez que déjà, à travers le squash, ça va apporter un appel d'air médiatique pour les sports de raquettes de manière générale? C'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que cette accessibilité qui est plus vers, du coup, notamment le paddle récemment, puisque il y a une croissance de plus de 39% des terrains en France actuellement sur ça, est-ce que c'est une menace aussi pour vos disciplines ou c'est une opportunité de créer des clubs omnisports, multisports partout en France? On en parlait un tout petit peu avant, mais il y a les sports de raquettes. Je pense que les joueurs de sport de raquettes, ils aiment bien jouer aux différents sports. Nous, je pense qu'on joue plus au ping, au bad, au tennis quand on peut l'été. Et, euh, et donc, comme tu dis, il y a un des clubs omnisports, ça trouve totalement son sens. Est-ce que c'est une menace pour nos sports? Je pense pas du tout pas. Je pense qu'on est une génération où on a subi un peu l'arrivée des réseaux sociaux et tout, et on s'est retrouvés tous un peu happés là-dedans. Et on a un peu envie du nouveau souffle et de se dire, on va être plus dehors, plus à faire du sport. Maintenant, le running, c'est devenu, voilà, c'est devenu à la mode d'être moins connecté et plus sur des activités physiques. Donc, je pense qu'on va avoir une vague de gens qui, justement, ont envie de jouer au padel, mais aussi de jouer au badminton, mais aussi de jouer au ping-pong, mais aussi de jouer au tennis et faire tous les autres sports. Donc, c'est plus une chance que ces sports-là se développent. Et je pense que ça va apporter à toutes les fédérations, à tout le monde. Il faut juste que ce soit structuré comme il faut. Par exemple, au ping-pong, il n'y a plus de place dans les clubs. À Paris, tu peux plus t'inscrire dans un club. Comment ça se fait? Et pareil, au BAD, il y a des tournois toutes les semaines. Et les tournois, il faut s'inscrire. C'est comme prendre une place de concert pour aller voir Céline Dion. Impossible. Mais tu dois t'inscrire plusieurs mois à l'avance et tu es sur liste d'attente. Et pour des tournois, pour les premiers niveaux, tu vois, c'est pas. T'as l'impression qu'il y a de la place. Et non, il y a tout le monde qui se bat pour faire ces tournois-là. Donc, C'est positif, ça veut dire déjà que les gens ont envie de faire du sport. C'est clair. ouais, que ça plaît. Ouais, c'est sûr, hein. Mais aussi, tu vois un peu une limite à l'expansion du sport. Parce que tu te dis, il y a moins de gens qui peuvent jouer les tournois. Donc, ils vont se dire, ah, je peux pas jouer les tournois. Bon, pourquoi je vais aller jouer ce soir et avec des potes si je peux pas faire des tournois? Parce que j'aime bien la compétition et tout. Donc c'est vrai que créer des clubs et même des clubs de sport, comme tu l'as dit, je pense que ça peut que amener une certaine émulation pour tous les sports. Et je sais qu'il y a un sport qui regroupe pas mal de sports. Enfin, 4 sports de raquettes, c'est le racket long. Et donc, il n'y a pas le paddle pour l'instant. Il y a squash, tennis de table, tennis et bad. Et j'avais joué avec justement un pongiste, Bastien Rambert. On avait fait une équipe en double sur un Open à Créteil. Et c'était vraiment sympa parce que tu croises des gens d'autres milieux que milieu du bad. Et tu fais tous les sports, Et du tu coup? fais tous les sports, ouais. Tu Ok. les adversaires dans les 4 sports en 21 points. Et tu retrouves les similitudes que tu as dans ton sport. Parce que c'est les sports de raquette, le fait d'avoir un adversaire tout le temps, de comptage de points. Et je pense que c'est pareil, ça va se développer encore plus quand il y aura peut-être un acteur, une marque qui va structurer un peu les choses aussi ou amener un peu de budget. Mais c'est un beau sport. Et pour aller sur les salles de pratique, je pense que c'est vrai que c'est un risque de développement de nos sports. C'est que si ça se développe trop vite, les structures sont pas prêtes à accueillir. Et que du coup, tu perds l'engouement. C'est j'ai trop envie de jouer au badminton. Tu trouves pas de club, ton fils trouve pas de club. Il va se mettre à autre chose. Et peut-être que l'énergie qu'il avait sur ça, ça va un peu se. Bah, typiquement, ouais, c'est un bon exemple. Quand j'étais petite, j'hésitais entre plein de sports. Moi, j'ai toujours aimé plein de sports, pas faire la course, des sports collectifs ou autres. Et je m'étais inscrite pour faire du tennis. Donc, j'avais commencé, fait des essais dans un club près de chez moi. Et en fait, il n'y avait pas assez d'inscrits
qui fait que j'ai pas pu m'inscrire parce que, bah, du coup, j'allais jouer contre personne, quoi. Enfin, j'allais m'entraîner à 2, enfin, voilà, enfin, moi, je suis très compète, donc j'ai aussi envie d'avoir ce truc-là et donc ce qui fait que je me suis rabattue sur un autre sport parce que, bah, il y avait personne à ce moment-là. Alors que potentiellement, ça m'aurait plu, potentiellement, j'aurais trop aimé et bah, en fait, non, j'ai fait un essai, il y avait personne, bon, bah, tant pis, c'est j'ai choisi autre chose. Du coup, effectivement, je pense qu'il y a un problème d'accessibilité qui permettrait, bah, à tout le monde de tester le sport et de, bah, savoir si ça te plaît ou non, heu et que effectivement, si ça s'étend trop vite, bah, en fait, on risque encore une fois de perdre des gens parce que, bah, ils ont pas le temps, d'essayer le nouveau sport, quoi. C'est clair. Et là, du coup, ouais, nous, avec Pipan, on se rend compte, on a ouvert un seul club pour l'instant à Paris. Avec 4 tables, on est ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 3h30. Sûrement. Et on a vraiment un gros taux de remplissage, plus de 60% maintenant. Et c'est des gens, les 80% ne sont pas des pongistes. Donc on se rend compte que, mais ils sont hyper contents. Ils disent, ah, moi, ça fait longtemps que j'avais envie de jouer à Paris, mais il n'y a nulle part pour jouer, à part dans les parcs. Oui, c'est vrai, Et donc là, on va essayer d'ouvrir plusieurs salles pour amener des gens vers le sport aussi, tout simplement, avec une nouvelle approche. Je pense que ça serait génial, sauf qu'en termes d'espace, à Paris, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, c'est des projets, je pense, une salle de badminton dans Paris, sympa, avec un petit clubhouse, un café, un bar, où tu mettrais 2, 3, 4 terrains. Je pense que et si tu fais 2, 3 terrains de bad, 2, 3 tables de ping-pong, un terrain de squash, c'est un lieu qui pourrait être génial, quoi. et c'est vrai qu'à Paris, il y a plus cette problématique-là parce que pour être aussi en région, moi notamment à Nîmes par exemple, il y a des clubs qui sont accessibles où on peut venir jouer entre midi et 2 en entreprise, où on va faire du badminton. J'ai fait ça quand j'étais en stage, il y a 4 ans. On allait faire du bad sur le temps du midi et on payait notre créneau et voilà, et je trouve qu'en région, c'est peut-être plus accessible de faire ça qu'à Paris où effectivement il y a peu d'espace en fait, où il faut aller en banlieue pour, accéder à une salle, quoi. Il y a la plus grosse demande de France. Il y a Bah le oui, d'offre. ouais, c'est ça. Mais ça va venir parce que la fédération française, par exemple, Gilles Herbe, qui dirige la fédération, et toute son équipe, ils ont vraiment cette problématique d'accessibilité. Et on travaille dessus notamment ensemble avec Ping Pong pour augmenter les lieux de pratique, essayer de désengorger un petit peu les clubs. Et aussi, même nous, on essaie de créer une académie pour les jeunes, un peu alternative, pour qu'on ne perde pas ces pépites-là qui auraient envie de venir jouer. Et comme tu dis, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Enfin, je sais pas, t'aurais pas eu de mieux pour jouer au début. Tu vois, ça se joue à rien. Des fois, tu perds une pépite. Donc, d'essayer au maximum de donner accès au sport et de le faire de manière sympa. C'est une vraie dynamique, je pense. On a. Trop bien. Et pour conclure un peu tout ça, comment vous imaginez votre sport dans 20 ans? Quelle évolution vous voyez? Qu'est-ce que vous aimeriez aussi avoir en termes de technologie ou ce que vous n'avez pas actuellement? Est-ce qu'il y a des choses que vous imaginez? Bah, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais je pense que le fait que ce soit... Enfin, j'aimerais bien que ce soit plus médiatisé parce que le fait que la population ne connaisse pas le sport, le badminton, en soi, le sport à haut niveau, je parle, parce que tout le monde le connaît, le sport du collège et de l'école. Mais le sport de haut niveau et le badminton, c'est une leçon de vie magnifique. De connaître un peu mieux ce sport à travers les histoires, les joueurs, en fait, c'est incroyable. Et moi, ce serait souhait, c'est qu'il y ait encore plus de personnes qui connaissent notre train de vie, ce qu'on vit tous les jours et les sacrifices aussi qu'on fait. Parce que c'est vrai que enfin, moi, je sais que je vois ma famille très rarement. Voilà, il y a des aspects un peu négatifs ou des mauvais côtés du sport de haut niveau, mais il y a beaucoup plus de points positifs avec tout ce qu'on vit, toutes les émotions qu'on vit. Et ouais, moi, j'aimerais bien que la société reconnaisse un peu mieux notre sport, que ce soit d'un point de vue médiatique, mais aussi d'un point de vue juste la reconnaissance des gens quand tu parles de ton sport, qui connaissent un peu mieux ce que c'est exactement. Et c'est ça que j'aimerais pour le badminton dans 20 ans, voilà. Et en termes de technologie, est-ce que ça a des envies particulières? Technologie, d'un point de vue, bah, c'est un peu ce qui va se faire après les jeux, mais d'un point de vue déchets, et tout ce qui est donc volant, cordage aussi, que ce soit plus durable parce que les cordages, on en casse presque une fois tous les 2 jours. Ah, quand même. Donc, C'est pas facilement réparable? et en fait, on doit couper toutes les cordes. Il y a
il me semble qu'il y a 10 mètres de fil pour une raquette, 10 ou 20 mètres, je crois. Et donc, c'est tout ce fil qui est perdu une fois tous les 2 jours, il y a tout ça qui est jeté à la poubelle. Tapé trop fort. Et tout le temps trop fort, du coup, quand on ne joue pas bien au centre, ça casse. Mais tous ces déchets, que ce soit les grippes aussi, les chaussures, on utilise 8 paires par an. Alors, pour pouvoir recycler tous ces produits-là, je pense qu'il y a des entreprises qui pourraient créer des nouveaux matériaux ou réutiliser, mais ça ne se fait pas encore. Donc je pense que ce serait ça le produit technologique à amener. Parce que je pense que d'un point de vue performance, on est déjà vraiment pas mal. Les raquettes, elles sont vraiment très légères, flexibles. Enfin, il y en a qui sont moins flexibles que d'autres, mais je pense que d'un point de vue de la vitesse, c'est déjà très, très impressionnant. Donc voilà. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a le format qui change aussi en 2027. Et ça, justement, est-ce que ça va être voué à rester? Est-ce que, du coup, on enlève carrément le format 3x21? Ouais. Est-ce que là, du coup, c'est 3x15? Est-ce qu'on enlève le 3x21 ou on Ouais, a les deux? à l'international, on n'aura que 3x15? de ce gain de 15 points. C'est pour réduire la durée des matchs, pour qu'il y ait moins de blessures pour les joueurs et pour que ce soit plus intéressant d'un point de vue spectateur. Donc, je pense que ça va apporter des très bonnes choses pour le BAD parce que, comme disait Quentin tout à l'heure, c'est aussi pour les spectateurs qu'il y ait quelque chose, un vrai événement qui est du spectacle et qui est moins de moments où tu regardes un sport et les 5-10 premiers points du match, on s'en fiche un peu parce qu'il n'y a pas de vraie pression et de vraie tension. Et donc déjà, les matchs vont être plus intenses, il y aura plus de spectacles, et il y aura plus de rotation de matchs, donc d'un point de vue spectateur, ça sera plus intéressant. Je pense que ça, c'est une très bonne avancée pour le BAD, et ça peut ramener du public, ça peut intéresser plus de gens. Trop bien. Et toi, côté ping-pong, tennis de table, qu'est-ce que tu imagines dans 20 ans en termes de tout, encore une fois, médiatique, technologie, qu'est-ce que tu espères, qu'est-ce que tu aurais envie d'avoir? Comme au final, assez proche de Léo, nous là, on essaie vraiment de le créer, ce qu'on a envie d'avoir dans le ping-pong. Donc, sur le plan de ce qu'on essaie de créer, c'est ça, c'est raconter les histoires des joueurs, raconter les histoires des pays, raconter aussi toute l'historique, parce que c'est un sport qui a 140 ans, et il y a des grands champions, il y a eu des Japonais, des Chinois qui ont eu des vies incroyables, des Américains, la Marty suprême, c'était Marty Reisman. Raconter ces histoires-là pour donner vie au sport. Je pense qu'un sport, le futur d'un sport se construit sur son histoire. Donc, vraiment raconter les histoires des joueurs, donner plus de visibilité à toutes ces personnes-là. Et puis aussi créer des marques et attirer en fait des marques plus fortes et des budgets marketing, de communication pour qu'il y ait des interviews, des podcasts, des séries, qu'on voit les sportifs, les badistes, les plongistes à la télé, qu'on les voit avec des artistes, qu'on les voit dans d'autres contextes que juste sur le terrain, pour ensuite donner envie aux gens de venir les voir sur les terrains, parce qu'ils les connaissent et qu'ils s'identifient à eux et qu'ils comprennent que c'est des humains derrière tous ces matchs-là. Et puis, c'est principalement là que j'aimerais que le Pini soit. Et pareil, après, il y a beaucoup de travail à faire sur comment recréer des compétitions. Le tennis, par exemple, je trouve qu'il y a Roland-Garros, Wimbledon. C'est des formats qui sont surtout historiques, qui sont très beaux, très forts, très traditionnels. Tu vas à Roland-Garros, les gens sont habillés en blanc. Tu vas à Wimbledon, il y a tous les... Et je pense que dans nos sports, peut-être que là, on manque aussi de ce côté-là. Recréer le London Open du ping-pong, le Paris Open, recréer des traditions. Ouais, ça manque de marketing, de paillettes, en fait. De vision. Ouais. Et, ça manque d'une vision forte. Et encore une fois, je pense que ça vient de quelques acteurs. Et nous, on va essayer d'être cet acteur, plutôt d'attendre que ça vienne d'ailleurs. Trop bien. En tout cas, merci à tous les deux. C'était hyper intéressant et enrichissant d'en savoir plus, d'avoir aussi vos points de vue sur les différents sports. Est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui vont nous écouter où est-ce qu'on peut vous retrouver? Toi, par exemple, Léo, est-ce que tu as des prochains défis? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te suivre, on peut suivre tes exploits? Comment ça se passe? Je mets souvent mes résultats sur Instagram, sur ma page Instagram. Là, ce qui était cool, c'est qu'au championnat du monde, il y avait une dame de la Fédé qui
qui a fait des contenus en inside et tout. On pouvait vraiment voir nos prépas d'avant, après match, ensemble dans les tribunes. Et ça, il y a vraiment du contenu de qualité. Après, moi, en perso, c'est vrai que c'est dur de me prendre en vidéo, comme je disais, quand je suis en tournoi. On fait 20 tournois dans l'année, donc je suis souvent parti en compétition. L'année prochaine, c'est au Danemark. Je retourne au Danemark dans moins d'un mois pour une compète. Après, j'ai une compète à Valence, en France. Ça, c'est des plus petites compètes. Mais après, j'ai une tournée américaine aux États-Unis, au Canada, fin juin, début juillet. Et après, c'est préparation pour les championnats du monde en Inde, qui sont fin août De l'année prochaine? de cette année. Cette année? Ok. Et c'est assez dense. Et toute l'année, c'est comme ça. C'est vrai que les années, elles passent vite. Nous, on n'a pas de trêve dans la saison. Ok. Pas très hivernal du tout. Non. Que si on veut faire des compétitions toutes les semaines, on peut en faire à l'international. Ok. Et donc, moi, j'ai 3 semaines de vacances dans l'année, d'entraînement et de compétition. Enfin, Il y a très peu de pauses. sinon, je suis toujours à l'entraînement ou préparer les prochaines compétitions. Et toi, du coup, Quentin, je suppose qu'on peut te suivre sur Ping Pong Paris. Ouais, bien sûr. Nous, on cherche toujours des gens qui sont passionnés par les sports de raquettes, de manière générale par le sport, pour venir bosser avec nous. Là, on grandit assez vite. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. On a même sur Instagram ou sur LinkedIn de nous contacter. Il n'y a pas de. Ou de passer à Ping Pong dans le premier club. Là, on risque d'en ouvrir 2 autres en 2026. Où est situé le premier club que tu as? Dans le 13e arrondissement, au bout du Chevaleret. Et on essaie d'ouvrir plus central dans Paris, là, dans les mois qui arrivent. Donc, voilà. Et puis, Trop bien. merci beaucoup, Léa, en tout cas. Ah, je voulais juste dire un mot sur Grade. Parce qu'en fait, on parlait de médiatisation du sport. Et donc, on connaît très bien la personne qui monte Graden, qui s'appelle un peu, qui est génial et qui, en fait, il s'est dit, pareil, il y a plein d'événements sportifs qu'on ne connaît pas en France, tous les week-ends, toutes les semaines, de différents sports. Et les gens, il n'y a pas une application comme le Shotgun Non. du sport. Et donc, son pitch, c'est ça, c'est le Shotgun du sport. Et du coup, il crée tous les événements, badminton, de basket, tennis de table, etc., handball. Et tu peux suivre soit par athlète, typiquement, tu pourrais suivre Léo et dire, bah tiens, Léo va jouer au championnat de France là-bas, il va jouer au championnat du monde là-bas. Et tu peux suivre ses compètes, prendre des billets directement dessus. Et donc, Graden, Graden, vraiment un super projet. Et ça aide aussi les clubs de sport à médiatiser leurs événements. Parce que c'est dur, en tant que club, par exemple, club de pro de ping-pong, tu n'as pas forcément une équipe marketing ou une équipe événementielle. Et donc, Graden peut prendre un peu ce relais pour toi et publier ton événement. Trop bien. En tout cas, merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir aussi écoutés. Et n'hésitez pas, si vous avez aussi d'autres bons plans, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à écouter Léo et Quentin pour partager un petit peu votre expérience. Merci à vous et à bientôt pour un nouveau format des communautés.